Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Tout projet de biographie intellectuelle implique un effort d'honnêteté à l'égard de l'éventuelle complexité de la personnalité à explorer. Parmi ceux qui ont contribué à la fondation de la linguistique moderne, il en est dont l'énergie était concentrée sur un seul objet. C'était notamment le cas des lexicographes Antoine Furtière et Émile Littré, auteurs respectivement du Dictionnaire universel en 1690 et du Dictionnaire de la langue française en 1872 et dont les deux biographies d'. Alain Ray, 2006 pour Furtière, 2008 pour Littré, sont emblématiques en la matière. 1. L'auteur confidentiel d'un dictionnaire et d'une sorte de cabinet de curiosité linguistique. Tel n'est cependant pas le cas pour Johann Christoph Adelung, 1732 à 1806, dont la présente monographie ambitionne de dépoussiérer la mémoire. Une partie seulement de l'œuvre de J.Ch. Adelung surnage dans la mémoire publique, au moins en Allemagne, entre deux lames de fond qui ont respectivement anticipé et poursuivi son œuvre, celle de Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 à 1716, sans doute le dernier esprit universel, promoteur de l'Aufklärung, les Lumières à l'allemande et fondateur de L'. Académie royale des sciences de Prusse en 1700, et celle de Wilhelm von Humboldt, 1767 à 1835, fondateur de l'Université de Berlin en 1809 et auteur notamment d'une série de mémoires et de communications à l'Académie berlinoise sur la philosophie de l'histoire et la linguistique. Il s'agit de deux projets majeurs qu'Adelung entreprend en marge et au terme d'une œuvre abondante et multiple, le Dictionnaire critique et grammatical du dialecte haut-allemand, commencé en 1774 et dont la seconde édition définitive parvient à son terme en 1801, et le Mithridate, ou Science générale des langues, la plus vaste compilation à L'. Époque, de langues classées selon le caractère monosyllabique ou polysyllabique de leur lexique et leur répartition géographique, le monosyllabisme étant géographiquement propre à un groupe limité de langues de l'Asie orientale. Le linguiste engage ce dernier projet à la toute fin de sa vie en collaboration avec son partenaire Johann Severin Vater, 1771 à 1826, et il ne peut en publier lui-même que le premier volume consacré à une introduction générale et aux langues de l'Asie, avant que Vater reprenne le flambeau et achève la publication de 3 autres volumes. À cette époque, Wilhelm von Humboldt se partage avec son cadet Alexander, 1769 à 1859, géographe et naturaliste, les multiples centres d'intérêt de Leibniz, signe incontestable qu'au tournant du XIXe siècle, l'ambition d'une culture personnelle pleinement encyclopédique est devenue vaine en raison de l'extraordinaire développement du savoir scientifique dans les 2 derniers siècles, celui de Louis XIV et celui de Frédéric II. Adelung partage avec Leibniz, et par anticipation avec Hegel, la conviction de l'unité de l'esprit humain, ce qui a comme effet secondaire funeste la dissolution des cultures propres à chaque peuple dans l'idée d'un vaste dessein culturel universel et d'une civilisation des mœurs, jalonnée par les prouesses intellectuelles et techniques de l'Europe. Avec Wilhelm von Humboldt, Adelung partage d'abord un goût prononcé pour l'histoire universelle et la place des territoires allemands dans cette histoire, spécifiquement la Saxe pour Adelung et la Prusse pour Humboldt, et ensuite une curiosité effrénée pour la découverte et le classement des langues. Adelung commence sa carrière comme publiciste, c'est-à-dire comme journaliste et vulgarisateur, et ce faisant, il consacre son talent pédagogique à la propagation des nouvelles connaissances et à une vision historique des sociétés, laquelle sera couronnée en 1782 par son « Essai d'histoire de la culture du genre humain » Versuch einer Geschichte der Kultur des menschlichen Geschlecht. En même temps il s'engage, en 1774, dans la composition de son essai de dictionnaire grammatical et critique du dialecte haut-allemand, et il entreprend de diffuser une vision éclairée, c'est-à-dire globale et explicative, du génie de la langue allemande. Le comte von Herzberg, ministre d'État du royaume de Prusse, lui confie autour de 1780 la rédaction d'un manuel de la langue allemande, Deutsche Sprachlehre 1781, dont il développera la philosophie sous-jacente l'année suivante dans son traité circonstancié de l'enseignement de la langue allemande, Umständlich Lehrgebot der deutschen Sprache, 1782. Une véritable approche philosophique de la langue allemande et de sa pédagogie et qu'il complétera avec sa stylistique, Der Stil der deutschen Sprache, 1785.
C'est sur la base de cette accumulation de publications importantes, les 3 ouvrages mentionnés plus haut, parus en 1781 et 1782, le traité de stylistique daté de 1785 et la première édition du dictionnaire achevée en 1786, que le prince électeur et futur roi de Saxe, Friedrich Auguste III, lui accorde en 1787 la charge de conservateur en chef de la bibliothèque de la cour de Dresde et le titre de conseiller aulique, Hofrat, lui assurant désormais des conditions de travail satisfaisantes et une reconnaissance qui ne se limite pas à la Saxe, puisque la même année 1787 il devient membre correspondant de l'Académie de Berlin. Bref, il ne peut être question ici de limiter notre intérêt au dictionnaire grammatical et critique et au Mithridate, même si ces 2 œuvres sont les seules à garder vivante de nos jours la figure de J.Ch. Adelung. Ces 2 œuvres majeures sont en effet 2 aboutissements qui ne se comprennent qu'au fil de l'itinéraire intellectuel de leur auteur. 2. Une œuvre hétérogène, mais essentiellement destinée à faire entrer les Lumières dans les foyers allemands. La vie et la carrière multiples de J.Ch. Adelung se laisse aisément distribuer entre 4 époques. Enfance et jeunesse, 1732 à 1758. Adelung naît en 1732 près d'Anklam dans la partie septentrionale de la Saxe, non loin de l'embouchure de l'Oder dans la mer Baltique, d'un père pasteur et d'une mère fille de pasteur. Après avoir fréquenté le lycée de Klosterbergen, il suit la voie familiale en étudiant la théologie protestante de 1753 à 1758 à l'université de Halle. En 1756, il participe à la fondation de la loge maçonnique Philadelphia de Halle, ce qui témoigne de son adhésion aux valeurs de l'Aufklärung, l'esprit des Lumières dans sa variante allemande. Enseignant à Erfurt puis plumitif effréné, 1759 à 1765. À la suite de ses études de théologie, Adelung est affecté comme professeur au lycée protestant d'Erfurt dont il est bientôt révoqué pour une ébauche d'agitation politique. Il se lance alors dans une série de publications destinées à présenter au grand public les événements notoires de l'histoire de l'Allemagne de 1740 à la guerre de succession de Bavière, 1778 à 79, et dans la collecte d'archives d'État et de dépêches politiques. Il a en outre une abondante activité de traducteur, appliquée à tous les secteurs du savoir humain, à partir de l'anglais et du français, confère Scherer 1875. Et son activité complémentaire de journaliste s'illustre notamment dans la direction éditoriale des Leipziger Zeitungen, Gazette de Leipzig, et de la Leipziger Gelehrte Zeitung, journal des savants de Leipzig. En 1762 il est nommé bibliothécaire à Gotha, résidence des ducs de Saxe-Gotha-Altenbourg et ville de haute culture, mais il démissionne rapidement de cette fonction pour s'installer à Leipzig. Adelung, conscient de sa vocation intellectuelle à Leipzig, 1763 5e-1787. À cette époque, Adelung, qui connaît désormais une certaine notoriété comme rédacteur, journaliste et historien, décide de poursuivre sa carrière à Leipzig qui a le plus bel éventail d'éditeurs scientifiques en Saxe, et il s'engage dans des publications plus exigeantes. La compilation de son dictionnaire grammatical et critique du dialecte haut-allemand s'étend de 1774 à 1786 pour la première édition, et elle est immédiatement suivie de la rédaction de 4 œuvres majeures comme historien avec son « Histoire de la culture du genre humain », 1782a, et comme linguiste d''. Inspiration à la fois descriptive et normative avec ses 3 ouvrages de 1781, 1782b et 1785 évoqués précédemment. Un linguiste célébré en résidence à la cour de Dresde, 1787 à 1806. Gratifié de sa nouvelle fonction et du titre honorifique de Hofrat, voire plus haut, Adelung s'installe à Dresde qu'il ne quittera plus pendant les 19 dernières années de sa vie. Dans cette dernière période, il continue à porter son attention sur l'histoire culturelle et linguistique de l'Allemagne avec son essai sur l'histoire la plus ancienne des Allemands, dont ne paraît que le premier volume allant jusqu'aux grandes migrations, Älteste-Geschichte der Deutschen 1806. Mais ces 2 entreprises majeures demeurent la révision et l'enrichissement de son dictionnaire, dont les 4 tomes de la 2e édition paraissent entre 1793 et 1801,
et le Mithridate dont il publie lui-même le volume 1 consacré à la méthodologie et au classement des langues de l'Asie en 1806, l'année de sa mort. Il lègue environ un tiers du volume 2 et de multiples notes sur les langues de l'Europe à son partenaire et successeur J.S. Vater, lequel prendra en charge et réorientera les 3 volumes suivants. L'impression générale que cette carrière laisse chez la plupart des commentateurs, c'est qu'Adelung a commencé à se révéler à lui-même à la suite de son installation à Leipzig après des années d'essais impétueux et brouillons, motivé par le souci de vivre de sa plume dans un monde où culture et aristocratie étaient encore consubstantielles. Alors qu'il était accoutumé aux publications monumentales en plusieurs volumes, l'ouvrage qui résume sans doute le mieux cette illumination ne compte que 118 pages, c'est son essai Über die Geschichte der deutschen Sprache, Über deutsche Mundarten und deutsche Sprachlehre, 1781, sur l'histoire de la langue allemande, sur les dialectes allemands et l'enseignement de l'allemand, qui se réduit finalement à une Einleitung über Sprache, Deutsche Sprache und Sprachlehre, introduction sur le langage, la langue allemande et l'enseignement de la langue, laquelle constituera l'année suivante l'ouverture du traité circonstancié. Umständlich Lehrgebot, 1782 voire plus haut. Cette centaine de pages constitue en quelque sorte les prolégomènes d'une vaste théorie linguistique, dont le dictionnaire du dialecte haut-allemand et le Mithridate sont les 2 applications majeures. Dès 1781, à 49 ans, Adelung a donc trouvé sa voie, laquelle rejoint son ambition de fonder une histoire de la culture, illustrée par un autre ouvrage de 1782, son Versuch einer Geschichte der Kultur des menschlichen Geschlecht, essai d'histoire de la culture du genre humain, car depuis les origines de l'espèce humaine, c'est par les échanges langagiers que la culture s'est développée. Ces échanges atteignent leur efficience maximale quand une nation sait se doter d'une langue commune adaptée à la fois à la communication quotidienne, à la gouvernance du peuple et à la floraison de la littérature, des sciences et des beaux-arts. Et le rôle qui revient à l'auteur, en tant qu'esprit éclairé et pédagogue, c'est de contribuer à la fixation de cette langue commune avec son dictionnaire et à la reconnaissance de la place de cette langue dans l'éventail prodigieux des langues du monde avec le Mithridate. 3. Une réception à éclipse. Cependant, comme nous le verrons dans le chapitre 1, les chercheurs qui se sont penchés ultérieurement sur l'ensemble de son œuvre ont évalué ces 2 sommes linguistiques d'une manière étonnamment disparate. La réception du dictionnaire et du Mithridate a connu 3 périodes. Au tournant et jusqu'au milieu du XIXe siècle, Adelung est considéré comme un pionnier de la science des langues en émergence. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et jusqu'à la fin du XXe, sous l'influence des acquis d'une part de la grammaire historico-comparative débouchant sur les prouesses du mouvement néogrammérien, et d'autre part de la linguistique générale de Humboldt, Steinthal et Friedrich Müller, Adelung n'est plus vu que comme celui qui a su achever l'entreprise linguistique des Lumières, sans être réellement ouvert à ses prolongements. Il a fallu attendre le début du XXIe siècle, avec notamment la numérisation du dictionnaire en 1999 à 2001, puis du Mithridate par le Centre de numérisation de Munich, Münchner Digitalisierungszentrum, MDZ, administré par la Bibliothèque de l'État de Bavière, Bayerische Staatsbibliothek, pour que l'œuvre linguistique d'Adelung soit réévaluée, de sorte qu'il figure désormais chez les historiens de la linguistique, confère. Jipper et Schmitter 1979, Metcalfe 1984, Morpurgo Davis 1998, Traban 2003, comme un Janus, à la fois rassembleur du savoir linguistique de l'Aufklärung et annonciateur de la linguistique du XIXe siècle, précurseur de Jacob Grimm et de Hermann Pohl sur le plan lexicographique et de Humboldt, Eman Steinthal et Friedrich Müller sur le plan du classement des langues. 4. À la recherche d'un sous-titre approprié. Le choix du sous-titre de cette biographie intellectuelle m'a longtemps embarrassé au vu du kaléidoscope des images dissemblables, voire contradictoires que les uns et les autres se font de la personnalité et de l'œuvre d'Adelung. Le sous-titre finalement adopté n'est qu'un moyen terme destiné à alléger la référenciation bibliographique. 2 points de désaccord dominent les études historiographiques consacrées à Adelung, et notamment celles réunies dans les 2 recueils de références édités à une trentaine d'années de distance par W. Banner en 1884 à l'Académie des sciences de Saxe et par H. Kemper et al.,
en 2008 à la suite d'un colloque tenu en 2006 à l'IDS, Institut für Deutsche Sprache de Mannheim. 1. Faut-il s'intéresser à l'ensemble de l'œuvre d'Adelung, multiple et a priori d'un intérêt très variable à plus de 2 siècles de distance, ou seulement à ces 2 entreprises qui restent en mémoire, le dictionnaire grammatical et critique du dialecte haut-allemand, GKW 1774 à 1786 pour la première édition et 1793 à 1801 pour la seconde, et le premier volume 1806 du Mithridate, la collecte la plus vaste et la mieux argumentée de langue ancienne et vivante à son époque, achevée en 1817 par son partenaire J.S. Vater. 2. Faut-il considérer Adelung comme un investigateur insatiable qui a seulement délivré un état final du savoir linguistique de l'Aufklärung au tournant du XIXe siècle, ou bien comme un entremetteur talentueux entre a. les grammairiens philosophes et les compilateurs de langues du XVIIIe siècle et b. les futurs héros de la linguistique générale, Humboldt, Steinthal, Gablenz, etc. et ceux de la grammaire historico-comparative de la famille indo-européenne, Bopp, Grimm, Pott, Schleicher, Brugmann, etc. Sur le premier point, le jugement des historiographes a beaucoup évolué à partir de la fin du XXe siècle. Pour les auteurs des 2 notices biobibliographiques de référence, W. Scherer en 1875 et Obassler en 1953, seules ces 2 entreprises ont conservé un intérêt persistant. Mais cela signifierait que les autres ouvrages d'Adelung sur la grammaire de l'allemand, son histoire, ses dialectes, sur la culture linguistique, Sprachkultur et sur l'histoire culturelle, Kulturgeschichte sont définitivement obsolètes. Les 2 recueils mentionnés plus haut vont décidément dans un tout autre sens, et visent au contraire à réévaluer ces aspects méconnus ou mésestimés de son œuvre. Sur le second point, Wilhelm Scherer 1875/84 rapporte les critiques auxquelles Adelung a été confronté, notamment en raison de son choix du dialecte de la Haute-Saxe, Dresde et Meissen, comme parangon du haut-allemand, et ce faisant il évoque sa relation ambivalente avec Jacob Grimm, le réformateur de la linguistique historique de la famille germanique. Jacob Grimm en personne a eu une attitude protectrice à l'égard du travail fidèle et fructueux de cet homme. Mais c'est justement Jacob Grimm qui, comme Lavoisier, a tellement obscurci tous ses prédécesseurs qu'il ne reste plus d'eux que des noms dénués de substance. Le sous-titre le plus adéquat aurait été « Un investigateur éclairé des langues et des dialectes à la veille de leur classement raisonné ». En quoi chacun de ces termes délivrerait-il une facette de l'œuvre composite d'Adelung ? Adelung est un investigateur, à la fois instructeur dans son entreprise grammaticale et stylistique, observateur dans sa démarche lexicographique et son souci d'accorder au dialecte de la Haute-Saxe le statut, ambigu, j'y reviendrai, de variante haute-allemande, digne de constituer le standard de la langue d'une Allemagne en voie d'acquérir le statut de nation, et explorateur dans son examen de l'histoire et de l'étymologie de la langue allemande, et sa collecte des propriétés saillantes de plus de 400 langues du monde. Il est au surplus un investigateur ECLAIRE, d'abord parce qu'il défend l'idéal de la Praktische Aufklärung, l'introduction des Lumières dans tous les foyers d'Allemagne, et ensuite parce qu'il a bâti une théorie cohérente du trio indissociable, langue, culture, société, ce qui a retenu particulièrement l'attention des linguistes de l'ancienne RDA, confère. Banner édition 1984, qui l'ont étudié sur fond de matérialisme historique. Il étudie les langues mais aussi les dialectes, et il est à ce titre un précurseur de la géographie linguistique, telle qu'elle sera illustrée un siècle plus tard par plusieurs atlas linguistiques, en tête celui de la France édité par J. Gilliéron entre 1902 et 1910, celui du Reich allemand publié sous la direction de G. Wencker puis F. Vred entre 1887 et 1929, et celui de L'. Italie et du Tessin par K. Jaberg et J. Joude, achevé en 1928. Enfin l'achèvement, pour le dictionnaire, où l'interruption pour le Mithridate de son œuvre se situe au moment précis où la grammaire philosophique des Lumières jette ses derniers feux, notamment avec le volume 4 Grammaire, des éléments d'idéologie de Détote de Tracy en 1803, et où Friedrich Schlegel attire en 1808 L'. Attention des amateurs de langue sur quelques rapprochements fascinants entre le sanskrit et plusieurs langues européennes, dont notamment le gothique, dans le sillage de la communication de William Jones,
un autre esprit éclairé et polyvalent, à la Société de linguistique de Calcutta, en 1786. Cela débouchera sur le traité de Franz Bopp sur la conjugaison de 6 langues anciennes, dont le sanskrit, 1816, généralement considéré comme l'acte de naissance de la grammaire comparative des langues désignées quelques années plus tard comme indo-européennes. Et cela nourrira en outre la réflexion linguistique de Wilhelm von Humboldt, collaborateur avec son frère du volume 3 du Mithridate pour la collecte des langues amérindiennes et du volume 4 sur les particularités grammaticales de la langue basque, et dont la première communication linguistique à l'Académie de Berlin porte sur l'étude comparée des langues en rapport avec les différentes époques de l'évolution des langues, 1817. D'un côté, la mise en évidence des caractéristiques morphologiques d'une famille de langues anciennes, dont Tadelung avait eu l'intuition dans le volume 1 du Mithridate consacré aux langues d'Asie, de l'autre l'invention de la linguistique générale par un collaborateur du même Mithridate. Nous sommes en présence ici de 2 classements résonnent des langues derrière lesquelles transparaît l'ombre d'Adelung. 5. Composition de l'ouvrage. Compte tenu de ce qui vient d'être évoqué sur le plan méthodologique, cet ouvrage est composé de 4 chapitres. Le chapitre 1 aborde l'œuvre d'Adelung a posteriori, par l'évocation de sa réception à Éclipse. Le chapitre 2 est consacré à l'ancrage d'Adelung dans sa patrie, la Saxe sélective et son temps celui de l'Aufklärung tardive, Spätaufklärung, à son œuvre d'historien de la culture et à sa somme de pédagogie grammaticale, très prisée en son temps et renfermant des considérations théoriques qui méritent d'être soulignées, 2 entreprises a priori dissemblables, mais dont la convergence est théorisée dans son Introduction à l'histoire de la langue allemande, à ses dialectes et à sa grammaire, 1781. Le chapitre 3 porte sur son galop d'essais lexicographiques, la révision en 1772 du glossaire du latin médiéval de Ducange, la publication à partir de 1774 et la révision à partir de 1788 de son dictionnaire grammatical et critique, notamment par comparaison avec les traditions de la lexicographie en France, A. Furtière, F. Ferraud et en Angleterre, S. Johnson, un peu plus tôt son dictionnaire bilingue anglais-allemand, 1783 SQUARE, conçu sur la base de celui de Samuel Johnson et marginalement de son dictionnaire de la prononciation, l'orthographe, la flexion et la dérivation de la langue allemande, 1786. Et le chapitre 4 est dédié au Mithridate, tel qu'Adelung se l'imaginait au vu de son introduction générale, et tel que J.S. Vater l'a réorienté après la mort d'Adelung. Une illustration majeure en sera fournie. Au début du volume 2 figure une des dernières études d'Adelung, sa notice sur la langue basque. Vater considérait que cette étude était basée sur des sources trop précaires, et informé des recherches de Humboldt sur cette langue, il a persuadé ce dernier de rédiger dans le volume 4, 1817, une postface, Nachtrag, destinée à trier le bon grain de livret dans la présentation d'Adelung et de la compléter très largement. Cette postface est donc un document majeur pour prendre la mesure du désir de Humboldt, alors un diplomate de premier plan, représentant de la Prusse en 1815 au Congrès de Vienne aux côtés du chancelier d'État K.A. von Hardenberg, de participer tardivement au Mithridate et de se présenter ainsi comme l'un des continuateurs de l'entreprise d'Adelung. D'autant plus que Humboldt se retire de la vie publique le 31 décembre 1819 et décide dès 1820 de se consacrer essentiellement à ses études linguistiques, qu'il poursuivra jusqu'à sa mort survenue en 1835 avant l'achèvement de son œuvre majeure, à propos de la langue kavi sur l'île de Java. Leibniz était, avec Christian Wolff, l'un des fondateurs de l'Aufklärung. Les frères Humboldt ont été 2 des promoteurs de la transition entre le savoir universel de cette époque, qui parfois, tenait encore du cabinet de curiosité, et le savoir spécialisé du XIXe siècle, qu'il s'agisse des sciences de la terre pour Alexander ou de celles de l'esprit pour Wilhelm. Entre ces géants, Adelung est certainement un nain, mais qui a accompagné ce mouvement avec rigueur et persévérance, et qui mérite donc de ne pas sombrer dans l'oubli. Chapitre 1. Une œuvre accent aigu exubérante, sujette à une réception disparate. Le choix d'évoquer la réception de l'œuvre d'un savant dans un premier chapitre, avant que cette œuvre fasse l'objet d'un examen approfondi, peut paraître insolite. Une explication est donc de mise. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, Adelung n'était pas seulement un linguiste,
et même avant 1772, date de la publication du Glossarium Manual GM, rien ne laissait entendre qu'Adelung s'apprêtait à explorer la langue allemande et encore moins d'autres langues. En outre, les nombreux ouvrages qu'Adelung a consacrés à l'histoire des États et des sciences et techniques, essentiellement entre 1760 à 28 ans et 1780 à 48 ans, n'ont attiré un lectorat notable que durant cette période et ne semblent pas avoir été réédités après la mort de l'auteur. Et les trois principales notices sur l'ensemble de son œuvre, Scherer 1875, Bassler 1953 et Banner 1984, balaient d'un revers de main tout ce qui dans cette œuvre ne relève ni de l'histoire de la culture, confère Adelung 1981A, ni de la grammaire, lexicographie et stylistique de l'allemand, ni surtout de la compilation des langues du monde. Parmi ces dernières composantes, les jugements sont également disparates, comme je l'ai brièvement évoqué dans l'introduction. Seul le dictionnaire grammatical et critique du dialecte haut-allemand, 1793 à 1801 pour l'édition définitive, et le premier volume du Mithridate font l'objet d'une considération consensuelle. Pour toutes ces raisons, il m'a paru préférable de rechercher les raisons qui ont poussé la majorité des historiens à centrer leurs analyses sur ces deux seules œuvres. Ce chapitre se composera de 5 sections. La première examinera la chronologie des innombrables publications d'Adelung, voir la bibliographie de l'article J.C. Adelung, de l'Encyclopædia Britannica en annexe à ce chapitre, et son évolution limpide entre une première période de dispersion thématique et une seconde période de recentrage sur l'étude de la langue allemande et finalement la compilation des langues du monde. Afin de serrer les louanges et les critiques, les sections 2 à 5 porteront sur un catalogue de jugements consacré à l'ensemble de l'œuvre, 1.2, à l'œuvre grammaticale, 1.3, à l'œuvre lexicographique, 1.4 et à l'œuvre compilatoire, voire typologique, 1.5. 1.1. Une œuvre en 3 temps de la dispersion au recentrage. En consultant l'un ou l'autre des catalogues des œuvres publiées de Johann Christoph Adelung, on croit pénétrer dans le cabinet des curiosités intellectuelles d'un érudit plurivalent, d'un héritier de Pic de la Mirandole dont on doute qu'il ait pu être aussi éclairé dans chacun des recoins de sa quête multiple et insatiable, entre la lexicographie de l'allemand, de l'anglais et du latin médiéval, la philosophie et l'histoire de la grammaire de l'allemand, et la collecte des langues du monde ancien et contemporain. Mais aussi l'histoire des États, des sciences et des techniques, de la philosophie, de la culture intellectuelle et matérielle. Comme l'écrit perfidement Wilhelm Scherer dans sa notice biobibliographique de 1875, chaque objet dont il pouvait espérer un marché avantageux était à sa convenance. Avant d'accuser Adelung d'accumuler sèchement des faits reliés par le pragmatisme le plus étriqué. À y regarder de plus près, on constate cependant que ces commentaires dépréciatifs de Scherer ne valent que pour la première période de la carrière d'Adelung, de 1757, date de ses premières publications à 25 ans, au sortir de 5 années d'études de la théologie protestante, à 1773 à 74, époque où il engage dans 2 vastes entreprises lexicographiques. Le compendium du glossaire de la latinité médiévale de Ducange et 1 an plus tard le premier cahier du dictionnaire grammatical et critique du dialecte haut-allemand dont la première édition, en 1774 à 1786 puis sa révision et extension en 1793 à 1801 ne cesseront de l'occuper. Durant cette première période, il faut reconnaître qu'Adelung, indépendant de toute institution, entendait vivre de son activité de littérateur et de vulgarisateur polyvalent en se présentant comme un champion de la Praktischaufklärung, l'esprit des Lumières appliqué aux questions pratiques. C'est durant la compilation de la première édition de son dictionnaire qu'Adelung acquiert une conscience approfondie du fondement théorique de sa philosophie pratique, à savoir le caractère indissociable de l'évolution des langues, vu comme le développement universel de la capacité de représentation individuelle et de communication des représentations entre les locuteurs, et de la culture, vu comme le développement de la capacité de concevoir rationnellement humanité et son environnement, du double point de vue des opérations intellectuelles et des comportements sociaux. Cette prise de conscience l'incite alors à concevoir 3 œuvres majeures entre 1781 et 1782, son manuel de la langue allemande, DSL 1781,
complété par le traité circonstancié de l'enseignement de la langue allemande, ULG, 1782 pour la partie grammaticale et son essai d'histoire de la civilisation du genre humain, VGC, 1782. Le tableau ainsi après vise à figurer l'évolution des centres d'intérêt d'Adelung au long d'un demi-siècle de publication. Durant la première période, 1755 à 1769, Adelung se cherche et se consacre à des thèmes en vogue avec son Histoire pragmatique des États d'Europe, PSE, 1763, sur le plan politique et son Histoire des expéditions maritimes et tentatives de découverte de la voie du Nord-Est vers le Japon et la Chine. GSV, 1768, entamant également une œuvre de traducteur, notamment dans le nouveau traité de diplomatique en 6 volumes rédigé par 2 bénédictins français de la congrégation de Saint-Maur qu'il traduit et publie en 9 volumes entre 1759 et 1769. Dans la seconde période, 1770 à 1779, il s'engage dans une double entreprise lexicographique, d'abord l'abrégé du glossaire de la latinité médiévale de Ducange Q'. Il poursuit de 1772 à 1784, puis la première édition de son grand œuvre, le Dictionnaire grammatical et critique du dialecte haut-allemand, GKW-1, dont le premier cahier paraît en 1774 et le dernier en 1786. En même temps, il poursuit un travail de fourmi dans le domaine culturel avec sa brève conception des aptitudes et connaissances humaines, KB, 1780, 4 tomes, et il met en place sa vision étendue de la corrélation entre l'histoire de la culture et l'histoire des langues, en l'occurrence de l'allemand, coordonné avec son projet de grammaire éclairée de la langue allemande, ULG, 1782, qui fournit la philosophie sous-jacente de la pédagogie de l'allemand. Il commence par une brève introduction à l'histoire de la langue allemande, au dialecte allemand et à l'enseignement de l'allemand, GDS, 1781, réédité en 1782 comme première partie de ULG, accompagné de son manuel de la langue allemande à l'usage des écoles du Royaume de Prusse, DSL, 1781, immédiatement suivi d'un monumental livre du maître, UMG, 1782. Cette vaste entreprise est complétée par 2 numéros d'une revue pédagogique, MDS, 1782 à 1783, et par un traité de stylistique, UD, 1785. Toutes ces publications axées sur la pédagogie de la langue allemande lui valent une reconnaissance générale, notamment de la part du ministère de l'Éducation en Prusse et du prince électeur de Saxe qui le nomme en 1787 conservateur en chef de la bibliothèque princière de Dresde avec le titre de conseiller aulique, Hofrat. Les conditions de vie d'Adelung s'améliorent notablement, et il peut consacrer les dernières années d'une vie bien remplie à 3 projets. En premier lieu, la révision du dictionnaire, GKW-2, engagé en 1793 et achevé en 1801. Puis la préparation du Mithridate, vaste collecte de langues dans le prolongement de celle de Lorenzo Erva Cipanduro, 1784, dont il ne pourra éditer lui-même que le premier tome consacré à une belle introduction à l'ensemble de l'entreprise et aux langues d'Asie. Et enfin le premier tome, allant des origines, vaguement connu à l'époque avant la grande grammaire historique de Jacob Grimm en 1819, aux migrations des peuples germaniques, d'une histoire de la langue allemande qui, contrairement au Mithridate poursuivi par J.S. Vater, restera inachevé. 1.2. Des jugements réservés sur l'ensemble de l'œuvre. Tous les jugements concordent sur l'intérêt extrêmement disparate des multiples publications d'Adelung. On peut être tenté de lui rendre justice en considérant que les œuvres d'intérêt limité sont regroupées dans la première époque de sa carrière, avant qu'il ne s'engage dans la conception de son dictionnaire du haut-allemand, dont le premier cahier paraît en 1774. Cela vaut pour les 3 premiers ouvrages d'Adelung, PSE, 1762 à 9, GSV 1768, UKW 1771 respectivement consacrés à l'histoire des nations d'Europe, aux explorations maritimes entre l'océan Pacifique et l'océan Arctique et à l'enseignement des arts et des sciences dans les écoles élémentaires. Tableau 1. Synopsis des priorités éditoriales d'Adelung entre 1757 et 1806. Mais ce serait passé sous silence le fait que, bien après s'être engagé dans la rédaction de son grand dictionnaire et tandis qu'il concevait son traité circonstancié de l'enseignement de la langue allemande,
ULG, 1782, Adelung a continué à produire des livres qu'il considérait certainement comme des contributions valeureuses à l'Aufklärung dans sa dimension pratique, mais qui nous font sourire ou sourciller à plus de 2 siècles de distance. Il s'agit notamment de son abrégé des aptitudes et connaissances humaines, KB, 1780, de son Histoire de la philosophie pour les amateurs GPH 1786, mais surtout de son Histoire de la folie humaine, GMN en 7 tomes 1785 à 1789, complété 10 ans plus tard par sa galerie des nouveaux prophètes et prêcheurs de la Révolution, GNP 1799. À la décharge d'Adelung, il faut considérer d'une part que cette partie de sa production relève d'un courant éditorial en vogue en Allemagne du XVIIe au XIXe siècle, celui des Conversations lexica, terme qu'on peut traduire par encyclopédie populaire destinée à tenir une conversation. Le premier Conversation lexicon, celui dit de J. Hübner, est paru en 1708 et a connu 27 rééditions, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par celui de R.G. Lobel et Ch. W. Frank en 1796 centré sur les acquis récents, Conversation lexicon mit Vorzüglicher Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeiten, encyclopédie populaire consacrée particulièrement au temps présent. Et F.A. Brockhaus 1772 à 1823, jusqu'à aujourd'hui le plus célèbre éditeur d'encyclopédie en Allemagne, définissait ainsi ce genre éditorial dans la préface au volume 15 de la 11e édition 1868 de son Conversation lexicon. Le Conversation lexicon se donne pour tâche de clarifier et de populariser les résultats des sciences, des arts et des techniques, non pour la pratique des affaires, mais pour la satisfaction et la promotion de la culture générale. C'est sur cet arrière-plan qu'il faut évaluer l'effort d'Adelung pour vulgariser les productions scientifiques, techniques, artistiques et plus largement culturelles. Au vu de la qualité de son dictionnaire, on peut estimer qu'il aurait dû laisser cette tâche à moins doués que lui, mais il estimait manifestement qu'il était de son devoir d'assumer cette fonction sociale. Et sa participation à la fondation de la loge maçonnique Philadelphia à Halle va certainement dans le même sens, même si H.P. Neumann 2006/63 fournit de bonnes raisons de supposer qu'il a été déçu de cette expérience et qu'il s'est finalement détourné de la franc-maçonnerie. En tout cas, c'est sa passion de la rationalité qui l'a conduit à consacrer autant de pages à la folie humaine, dans le sillage littéraire de La Nef des Fous, Das Narrenschiff, de Sebastian Brandt 1594, et de L'Éloge de la folie, Stultitiellos 1509, d'Erasme de Rotterdam. Wilhelm Scherrer, Notice BIOBIBLIOGRAPHIQUE sur ADELUNG, dans l'Allgemeine Deutsche Biographie 1875. Contrairement à d'autres historiens de la pensée allemande, qui ont choisi d'ignorer cette dimension vulgarisatrice d'Adelung, W. Scherrer critique sévèrement la dénonciation des comportements que celui-ci a jugés incompatibles avec l'Aufklärung. Il y voit une arrogance révoltante à l'égard d'hommes et de femmes, qui font partie des manifestations les plus nobles de l'humanité. Selon lui, Adelung se considérait comme le parangon de l'homme du monde, de bon goût et cultivé, qui se flattait de pouvoir considérer d'un regard condescendant ces rêveurs fantasques, 1875/81. Plus généralement, Scherrer voyait en Adelung un collectionneur et un ordonnateur plutôt qu'un chercheur, un érudit qui se contentait de résumer et de mettre en forme. Et son œuvre stylistique, Ude, 1785, ne trouve pas non plus grâce aux yeux de l'historien scientifique de la langue. Il voit Adelung, guidé par la limitation de son point de vue moral et esthétique, quand il défend des normes stylistiques provinciales à l'encontre du mouvement Sturm und Drang, tempête et passion, destiné pour les jeunes loups Goethe et Schiller à libérer la parole et la pensée de la nouvelle génération. Mais cela n'empêche pas Scherrer de porter des jugements positifs sur d'autres orientations de l'œuvre d'Adelung. En premier lieu, il vante son savoir-faire, notamment dans la rédaction de manuels d'enseignement. Adelung possédait un instinct pour l'intérêt du moment, et un esprit ordonnateur qui opérait aisément et sûrement de manière mécanique, et ne se voyait jamais entravé ni par la réflexion approfondie ni par l'imagination. Il possédait une connaissance livresque étendue, et un talent déterminé pour la généralisation et la simplification. En fonction de ses propres centres d'intérêt, Scherrer met en avant le projet d'une histoire de la langue et de la littérature allemande,
dont seul le premier volume est paru l'année même de la mort de l'auteur, AD 1806, son étude des poètes souabes du Moyen-Âge et sa détermination à intégrer toutes les langues de la terre dans le cercle de son activité savante. À propos du Mithridate, il considère que ce projet a peu contribué à un classement scientifique des langues, mais qu'il a été propice à l'éclosion de la science du langage, ne serait-ce que par l'usage que Humboldt en a fait, avant de faire valoir qu'à l'époque de sa notice 1875, il n'était encore remplacé par aucun autre. Son observation que Adelung a réalisé à lui seul ce dont habituellement seules des académies sont venues à bout, nous rappelle qu'en 1690, Antoine Furetière, membre de l'Académie française, mais révolté par le retard pris par la première édition du dictionnaire de l'Académie, avait pris sur lui de publier son propre dictionnaire universel qui allait lui valoir l'exclusion de la dite Académie, mais dont le dictionnaire collectif, paru 4 ans plus tard, allait se révéler d', une qualité bien moindre, conférait 2006. Et la conclusion de Scherer prend une tonalité étonnamment autocritique. Personne ne l'a encore égalé pour la composition lumineuse et conséquente de ses thèses dans un vaste cadre anthropologique. Et de notre côté, nous avons par trop désappris à formuler des instructions pour la pratique. Il était dans l'ordre des choses que l'enseignement d'Adelung s'impose temporairement, dans les écoles de toute l'Allemagne. Otto Bassler, Notice BIOBIBL ISO GRAPHIQUZE sur ADELUNG, dans la Neue Deutsche Biographie, 1953. 3/4 de siècle après Scherer, Bassler consacre une nouvelle notice à Adelung dans la Neue Deutsche Biographie et il concentre ses observations sur l'œuvre grammaticale de celui-ci. Pour Bassler, Adelung est celui qui a dépensé le plus d'énergie au profit de la purification de la grammaire allemande au terme d'une époque caractérisée par la grammatisation. Sylvain Auroux, 1994, de la langue allemande commune, et il est finalement venu à bout de la tâche malaisée de délivrer une synthèse, parce qu'il a su exactement discerner ce dont son temps avait besoin. La silhouette que Bassler dessine de ce maître de langue de l'Allemagne entière à la veille des bouleversements qui allaient faire chavirer le Saint-Empire est plus empathique que le portrait dressé par Scherer. Adelung était volontaire, doué dans de nombreux domaines, d'un zèle infini et ininterrompu et d'une activité de collecte dans tous les domaines qui lui tombaient sous les yeux dans la vie ou le métier. Un savant, mais pas à proprement parler un esprit créateur ou un chercheur. Déjà de son vivant, en dépit de tous les honneurs et de toutes les célébrations, il était dépassé par les acquis scientifiques et les connaissances qui retenaient l'attention générale. Avec ses objectifs régulateurs, Adelung était devenu le défenseur draconien d'une forme déterminée de langue et de littérature. Et Bassler ajoute judicieusement. Et à ce titre surtout, il ne pouvait qu'être inexorablement balayé par une génération plus jeune et activiste, qui rejetait les règles implacables de la grammaire, la suprématie de la langue cultivée d'une contrée particulière et un vocabulaire géographiquement circonscrit, qui avait hâte de redonner un destin littéraire au trésor lexical d'époques antérieures et de divers dialectes. Mais même ceux qui inclinaient à la prudence le rejetèrent. Wolfgang Banner, 1984. Une introduction globale aux multiples aspects de l'œuvre d'Adelung. Dans son introduction générale au recueil de l'Académie des sciences de Saxe en 1984, W. Banner se livre à un examen approfondi de ce qu'il appelle la philosophie éclairée et pratique d'Adelung. Le sensualisme de Locke est incontestablement la philosophie qui a exercé la plus profonde influence sur la philosophie d'Adelung, tout comme elle baigne les lettres anglaises ou philosophiques de Voltaire en 1732. Côté allemand, Adelung a beaucoup étudié la pensée de Christian Wolff 1679 à 1754 et celle de Johann Gottfried Herder 1744 à 1803, côté français celle de Fontenelle, Montesquieu et Voltaire. Contre les disciples de Wolff, il soutient avec Herder et Condillac qu'une pensée créative implique l'interaction entre la langue et la pensée, Banner 1984/11. Il reprend à Voltaire l'idée directrice que l'historiographie doit se centrer sur l'évolution de la culture intellectuelle et matérielle d'un peuple, pour l'histoire nationale, ou de l'humanité, pour l'histoire universelle. Adelung se laissait guider par l'idée du progrès,
Et il voulait que les différentes époques avec leurs traits caractéristiques soient évaluées comme des stades de l'épanouissement de l'esprit humain déterminés par la confrontation à la nature et à la société. 1984/12. Il défend une conception éclairée du destin de l'humanité. L'être humain est un produit spécifique de l'évolution d'une nature autonome, qui a développé ses aptitudes en affrontant son environnement à l'aide de sa main, de son cerveau et de son langage, ibidem. Mais le revers de cette médaille, c'est son aveuglement face aux nouvelles ambitions littéraires du Sturmandrang, le mouvement littéraire Tempête et Passion sous la conduite du jeune Goethe, né en 1749, et en dépit de critiques croissantes, il plaide contre vents et marées pour un idéal classique de langue et de style. Cela ne l'empêche cependant pas de défendre aussi des idées anticipatrices de l'esprit du XIXe siècle. L'histoire de la langue est à considérer sur l'arrière-plan d'une vaste histoire sociale. La langue, notamment allemande en raison de son retard culturel sur les autres langues majeures de l'Europe occidentale, est en voie de perfectionnement, parce qu'elle est imbriquée dans l'évolution socio-économique, celle des conditions de communication et des besoins qui en résultent. La liberté d'action des individus, notamment celle des écrivains, est fonction de données objectives, sociétales, économiques, politiques et culturelles qui lui imposent des limitations. Et Banner s'associe finalement, 1984/18, au jugement mesuré d'Hermann Pohl dans son Histoire de la philologie germanique, Geschichte der germanischen Philologie 1901. L'importance d'Adelung tient moins aux résultats scientifiques de ses travaux, qu'à l'influence qu'il a exercée pour la fixation et l'extension de la langue écrite. Ce faisant, ce n'est pas seulement l'effet direct exercé par la grande diffusion de ses livres qui est à prendre en compte. Plus généralement, il a exercé une suprématie sur le traitement scolaire de la langue allemande qui persiste encore aujourd'hui à de nombreux titres. 1.3. Des jugements globalement positifs sur l'œuvre grammaticale et stylistique. Je reviendrai de manière approfondie sur l'évaluation de l'œuvre grammaticale et stylistique d'Adelung, dans les sections 2.5-2.6. 6 ans seulement avant le jugement critique de Wilhelm Scherer, 1875, évoqué plus haut, le grand philologue Theodor Benfey rend au contraire hommage à l'ensemble de l'œuvre d'Adelung et spécialement à sa dimension grammaticale. Dans son ouvrage de référence consacré à l'histoire de la linguistique et de la philologie orientaliste en Allemagne depuis le début du XIXe siècle, Benfey délivre une appréciation balancée, dans son contenu et son style périodique, de la place remarquable d'Adelung dans cette histoire. Sans avoir eu la fortune de dons intellectuels supérieurs, il a cependant acquis dans le monde savant une place certes surévaluée de son vivant, mais toujours honorable et digne de considération par ses efforts scrupuleux. Pas le choix habile de sujets féconds, voire essentiels pour son activité littéraire et un traitement, quand bien même limité et pédant sous de nombreux aspects, toutefois honnête et intègre de celle-ci, les services qu'il a rendus à notre langue maternelle lui assurent en particulier un souvenir plein de respect pour tous les temps, du moins dans le cœur d'un Allemand. Bien plus tard, dans le recueil édité en 1984 par W. Banner, Erika Ising se range du côté de Benfey et contredit Scherer dans l'article qu'elle consacre à la contribution d'Adelung à la civilisation, Kultivierung de la langue allemande. Elle y montre que ce sont les questionnements et les conceptions de la linguistique historico-comparative qui ont affaibli la réception des vues théoriques d'Adelung en linguistique, et qui l'ont fait oublier au long du XIXe et du XXe siècle. Cela vaut bien entendu pour sa vision philosophique de la grammaire, d'inspiration à la fois sensualiste pour le point de départ et rationaliste pour le retraitement conceptuel et lexical des données sensibles, mais aussi pour sa théorie de la source de l'usage de la langue, Sprachgebrauch, qui anticipe sur la pragmatique et la sociolinguistique du XXe siècle. Les usagers de la langue sont dans l'obligation d'affiner leur intercompréhension au fil des échanges langagiers et de parvenir ainsi à un consensus lexical et syntaxique. De son côté, Ludwig Aichinger 2008 porte un jugement global flatteur sur Adelung, et notamment sur sa théorie du style 1785, sans toutefois sous-estimer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.